Bienvenue à vous tous, bonjour. Notre première journée pour ces assises sera notamment consacrée au déploiement des nouvelles technologies, citoyens, technologie. Alors je vais tout de suite vous expliquer ça, parce que ça tourne et ça va tourner pendant 3 jours. C'est une innovation d'ici, en Nouvelle-Aquitaine, une éolienne nouvelle génération. Alors moi, quand je suis arrivé, comme vous tous, je me disais comment ça peut tourner. Voilà. C'est un comble, non? Je vous montre l'envers du décor. Je vais tout de suite appeler 4 d'entre vous que j'ai sollicités il y a quelques heures et ils ont accepté de relever le défi. Cécile Bordier, Yoann Didier, Stéphane Bally, Alex Raguet. Vous me rejoignez, s'il vous plaît? Bienvenue. Venez, venez. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai invités. Prenez place. Voilà. Prenez place. En fait, ces assises, l'année dernière à Dunkerque, aujourd'hui à Bordeaux, sont devenues un point de rendez-vous important pour vous tous les acteurs de la transition énergétique. Et ça démarre fort. Hein. Ah, ça on voit. Hein. Rodolphe Urps, le dessinateur qui va nous accompagner pendant ces 3 jours. Et c'est important de faire un point, hein, un peu comme les séries à la télé, un point sur les épisodes précédents. Et donc j'ai demandé à 4 d'entre vous, alors j'ai envoyé un SMS dimanche, pris au hasard des 3400 inscrits. Vous faites péter le record d'ailleurs ici à Bordeaux, bravo. Je vous ai sollicité dimanche pour avoir en 2-3 minutes un premier écho de votre part sur un fait majeur, vu de votre fenêtre, qui s'est déroulé au cours de ces derniers mois dans cet univers de la transition énergétique. On va prendre 5-6 minutes et après nous accueillerons les co-organisateurs de ces assises. Vraiment ça, un point fort qui vous a marqué. On commence avec vous, Cécile Bordier. Alors vous êtes chef de projet à I4CE et spécialiste des enjeux climatiques et également des financements pour les collectivités locales et par ailleurs responsable du club Ville-Territoire, Énergie et Changement Climatique. Alors c'est intéressant parce que ces 4 profils, vous allez voir, sont très complémentaires. Un fait qui vous a marqué sur 2016? Alors moi j'en ai 3. Ça commence. Désolée, mais je vais faire vite. Le premier fait, c'est l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, le 4 novembre 2016. Donc qui fixe un objectif d'un monde neutre en carbone d'ici à la fin du siècle. Le deuxième fait, c'est dans les jours qu'on suivi, c'est l'élection de Trump, le 9 novembre, qui, lui, au contraire, croit au charbon et qui a eu une promesse de sauver les 50 000 emplois qui étaient associés au charbon aux États-Unis. Et le troisième fait marquant, c'est la réaction de la Chine, quelques jours plus tard, qui a confirmé sa voie vers la feuille de route bas carbone et qui, au contraire, mise sur les énergies renouvelables, en faisant un investissement de 340 milliards d'euros pour créer 13 millions d'emplois en Chine. 361 milliards d'euros, de dollars, pardon, 361 milliards de dollars. 340 milliards d'euros, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Et donc, elle se positionne en leader mondial en capacité d'investissement. En même temps, ils en sont encore à 64% de charbon dans leur mix carbone. Exactement, mais on voit bien 2 visions quand même complètement opposées. Et le un troisième qui mise fait, sur le charbon, c'est la Chine justement, c'est ça. L'accord de Paris, l'élection de Trump et la Chine qui, elle, mise sur les énergies renouvelables. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment 2 mondes opposés. Justement, une qui veut sortir de sa dépendance au charbon, l'autre qui reste encore assis sur ses convictions. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que les États-Unis, c'est un État fédéral, mais il y a aussi les États fédérés, il y a la Californie, il y a les collectivités locales. Et je pense qu'aux assises, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut aussi miser sur l'agenda de l'action, qui est né à Paris pour mettre en place la transition énergétique et aller au-delà des alternances politiques et continuer vers la transition. Vous nous faites déjà une bonne synthèse de tous les sujets qu'on abordera. Bien évidemment, la mise en œuvre des accords de Paris, bien évidemment ce qui se passe au niveau mondial et on voit aux États-Unis comme ici l'impact territorial. C'est notre sujet pour ces 3 jours. Il y a eu des tournants et des virages sur cette année 2016. On continue avec vous, Alex Raguet, président de l'UMO,
plateforme de financement participatif. Le fait majeur que vous avez noté sur cette année 2016? Alors, de ma fenêtre du financement participatif, le fait majeur, ce sera l'apparition de 5 appels d'offres pour l'hydro, la biomasse et 3 dans le solaire, qui auront des incitations pour la finance participative. Les projets d'ENR avec du financement participatif auront un bonus de 3 € du mégawattheure si ils ont été financés de façon participative. C'est vrai qu'il y a quelques années, à ces assises, le financement participatif était arrivé par la petite porte, un atelier, on va voir ce que ça va donner. Ça y est, là, c'est parti. C'est passé d'un signal faible à un signal fort. Voilà. Et donc, ça va impliquer une multitude de ce genre de projets qui vont arriver dans les collectivités territoriales d'ici les prochaines années. Un autre fait important, c'est qu'en parallèle de ces appels d'offres nationaux, il y a eu beaucoup d'appels à projets régionaux, enfin de collectivités territoriales, au moins une dizaine en France, qui ont demandé justement aussi que les porteurs de projets demandent à avoir un partenaire pour faire du financement participatif. Voilà, là aussi on a constaté un déclic qui s'est fait. Et par rapport il faut aller sur son site d'ailleurs, parce qu'on a l'actu en temps réel de tous les projets financés et les hauteurs de financement nous montrent... l'intérêt grandissant. Là, maintenant, ça commence à peser. Voilà. Par rapport au thème qu'on va aborder là, au cours de ces 3 jours, il y a un sujet de préoccupation pour vous? Un autre, par rapport, on vient de parler d'un signal fort, donc la finance participative, il y a 5 ans, c'était naissant. Le signal faible qu'on voit en ce moment, c'est plutôt celui qui est autour de la blockchain. Voilà. Notre métier, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Voilà. C'était le numérique, le digital qui rentrait dans la finance, et maintenant on voit la même chose. Le numérique, le digital rentrer dans certains métiers de l'énergie. Donc il y a des expériences en France, mais aussi aux États-Unis, en Australie, et c'est le signal faible du moment avec un énorme potentiel. Rendez-vous dans 5 ans. Très bien. On le met sur la table au cours de nos débats de ce matin notamment. Le coup est déjà parti. Alors, Johan Didier, directeur général d'Enercop Aquitaine. Et Enercop, c'est ce réseau de coopératives régionales donc implanté ici dans cette région. Alors vous étiez à Dunkerque l'année dernière? Non, je n'étais pas à Dunkerque. Alors je saute une année sur 2, c'est plus facile sur Bordeaux quand même. Ah ouais. Ah bah, si tout le monde se disait ça, non, mais il faut que les territoires se croisent là et fertilisent entre eux. Un fait marquant. Fait marquant, intérêt de plus en plus croissant sur les offres d'électricité verte. On voit aussi l'émergence de nouveaux concurrents sur le marché. Mais du coup, chez nous, ça se traduit par une forte croissance, très très forte. Le fait peut-être encore le plus marquant de cette année 2016, c'est une partie qu'on commence à gagner sur l'ouverture de l'obligation d'achat, l'accès à l'obligation d'achat pour d'autres opérateurs que notre fournisseur historique. Et donc, voilà, Enercop, le premier opérateur agréé en septembre 2016 pour pouvoir récupérer des contrats d'obligation d'achat pour toutes les filières d'énergie renouvelable. Vous avez un chiffre pour qualifier le développement, la montée en puissance? Oui, nous en Aquitaine, on fait 50% de croissance par an. Sur le réseau, on doit être à 30, quelque chose comme ça, 30 ou 40, quoi. Voilà. L'économie de la transition énergétique, juste par rapport à votre activité, montrait aussi qu'il y a une réalité. Oui, tout à fait. Et on peut mesurer les avancées d'assise en assise à chaque fois. Ouais. Un élu à la ville de Lille. Vous êtes élu donc, dans cette ville en charge de l'énergie, Stéphane Bally. Vous étiez à Dunkerque, vous? Oui, je viens aux assises depuis 8 ans maintenant. Bien. Vous avez des réducs alors maintenant. Il faut intervenir. Alors, un fait marquant. Le fait marquant, il est encore d'actualité, c'est la répétition des épisodes de pollution. On est en plein dans un épisode de pollution actuellement. Et c'est cette répétition ces derniers mois, et c'est évidemment toute la question de la santé environnementale. C'est une estimation, 48 000 décès prématurés. C'est sur le rapport du Sénat de 2015, c'est 100 milliards de coûts
pour la société, et que finalement, aujourd'hui, on a des réponses qui sont quand même assez timides, assez tardives, et je veux dire même presque illisibles si on prend entre la circulation différenciée de critères, la circulation alternée. Alors, il y a des... Vous avez fait ce qu'il fallait chez vous ? Ben là, je suis venu... Non, mais à Lille, alors, vous avez mis en œuvre le ticket pollution hier soir ? Oui, le ticket pollution était mis en œuvre hier soir comme un certain nombre de collectivités. Mais quand on regarde des enjeux, on a un certain nombre de territoires qui sont couverts par les PPA, les plans de protection d'atmosphère. Quelque part, aujourd'hui, il faut concrétiser de façon à reconquérir cette qualité de l'air. Et évidemment, ça fait lien avec la question des transports et de la mobilité. Je pense qu'ici, on est tous acteurs et convaincus de la transition énergétique. Force est de constater quand même la question de la mobilité et de l'urbanisme. Finalement, ce n'est pas qu'une question de technique, mais c'est notre organisation des territoires. Eh bien, elle doit être aussi au cœur de la transition énergétique. Et ce sera en toile de fond de ces 3 journées, tellement cette actualité est prégnante. 48 000 décès par an, effectivement, confirmés aux Assises nationales de l'air. Et peut-être l'élément, on met très souvent en avant pour la transition énergétique, la question du climat, les éléments au niveau climatique, au niveau emploi, au niveau dynamisme des territoires, la santé environnement. Alors ça sera peut-être le thème l'an prochain des assises de Dunkerque, mais la question de la santé environnementale, c'est aussi un co-bénéfice de la transition énergétique. Vous voyez le thème de nos assises cette année, transition, un champ des possibles pour les territoires, et on avait déjà senti l'année dernière à Dunkerque que le territoire et les acteurs du territoire surtout étaient un peu les stars de cette transition énergétique. Que venez-vous chercher, vous, cette année à ces assises ? Encore plein de rencontres, plein de nouveaux sujets émergents pour pouvoir les mettre en place et accompagner aussi, nous, chez I4C. Donc, I4CE, c'est l'Institut de l'économie pour le climat, Institute for Climate Economics, pour pouvoir accompagner tous ces acteurs, tous les décideurs politiques et publics à mettre en place la transition énergétique. Qu'est-ce qu'un moment fort pour notre pays et pour l'Europe, assise européenne, comme celui-là, peut proclamer à la cité, au territoire ? Qu'est-ce qu'on peut dire là au cœur de ces assises ? Qui peut répondre à ça ? Vas-y. C'est possible et ça se fait ailleurs. Voilà. C'est du concret. Et il faut donc vite agir ici. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir donné vos impressions et vos attentes également. Je vous invite à rejoindre les vôtres, à rejoindre la salle, et vous allez les applaudir. Et pendant qu'ils vous rejoignent, j'ai le grand plaisir d'accueillir les co-organisateurs de vos assises, M. Alain Juppé, M. Bruno Legevin, M. Patrick Lambert. Bienvenue à vous. Et Monsieur le Premier ministre, je vous invite direct à aller au pupitre et messieurs à me rejoindre sur la scène. Bienvenue. C'est aussi la spécificité de cette rencontre, portée par 2 territoires et l'ADEME. Monsieur Juppé, je vous invite à rejoindre le pupitre. Bienvenue, messieurs. Mesdames et messieurs, chers amis, Bordeaux Métropole, que j'ai l'honneur de présider, est heureuse d'accueillir cette 18e édition des Assises de la transition énergétique, et je vous souhaite donc la bienvenue en mon nom et au nom d'Anne Valric, mon adjointe, qui est particulièrement investie dans cette opération. Je voudrais saluer nos partenaires, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, Patrice Vergriette, qui malheureusement, je crois, est au fond de son lit et qui est représenté ici par le directeur général de la communauté urbaine. Et puis bien sûr le président de l'ADEME, Bruno Legevin. Tous nos partenaires, historiques ou nouveaux, je me réjouis de voir que le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a accru de manière significative son engagement. Les 3400 élus et congressistes venus de la France entière et aussi d'une vingtaine de pays européens ou d'autres continents. Vous le savez, nos assises ont changé de nom l'an dernier.
à Dunkerque et nous avons cette année, je crois, amplifié encore le mouvement. Elles sont désormais résolument européennes. Et cette dimension européenne, évidente dans le domaine de l'énergie, ou qui devrait être évidente, nous allons la faire vivre grâce aux nombreux témoignages d'élus, de techniciens, de responsables associatifs qui vont intervenir au cours de ces 3 jours. Je tiens à remercier ici tous les experts qui ont répondu présents pour nous communiquer leurs travaux, leurs projets, leurs réalisations. Leurs analyses et leurs témoignages sont indispensables pour nous permettre d'avancer de concert. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui vont apporter leur contribution au gré des ateliers, des forums, des laboratoires d'idées et des bonnes pratiques. Je remercie Energy Cities de son aide précieuse dans l'élaboration du programme et de son soutien de tous les instants. Et je remercie enfin chaleureusement tous les partenaires institutionnels et privés qui accompagnent financièrement et intellectuellement cette 18e édition en la rendant, j'en suis sûr, tout à fait attractive. Permettez-moi de regarder brièvement en arrière et de placer cette 18e édition dans le sillon des premières assises que nous avons accueillies à Bordeaux il y a 2 ans. C'était le premier événement de cette année 2015 où nous nous sommes mis en route pour la COP21 avec un temps politique particulièrement fort autour de l'appel de Bordeaux, cet appel des gouvernements locaux lancé aux États pour prendre, je le cite, un engagement historique, universel et contraignant, une réponse juste et respectueuse des hommes et de notre planète, un engagement dont le monde s'honorera. Nous avons été entendus, nous n'étions pas les seuls, bien sûr, à nous exprimer. L'accord signé à la COP21 constitue un grand pas en avant que la COP22 à Marrakech est venue confirmer. Mais cet accord de Paris signé, nous savons, et nous le savions auparavant, que ce sont nos collectivités territoriales, les villes, les communautés de communes, les métropoles, les départements, les régions, les gouvernements locaux, pour reprendre une expression anglo-saxonne. C'est donc sur nous que repose la mise en œuvre des solutions, et ce sont les territoires qui sont en première ligne pour agir. Agir, bien sûr, en coopération avec leurs États, quand ceux-ci ont engagé la même dynamique, ou agir malgré la défection et les réticences de certains d'entre eux. J'ai bien noté ce qui a été dit tout à l'heure sur les orientations du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Peut-être que le temps fera évoluer les choses. Depuis lors, et depuis les assises 2016 à Dunkerque, je constate une véritable montée en puissance de nos territoires, des solutions, des actions dont les assises sont porteuses et dont vous êtes tous les initiateurs et les acteurs. Des mesures nouvelles sont mises en œuvre, des actions d'ampleur significative, des expérimentations à grande échelle, des initiatives privées et publiques se multiplient dans le domaine de la mobilité, de la planification urbaine, de la gouvernance alimentaire, de l'habitat, et l'énergie est toujours au croisement, au cœur de ces évolutions. Je sais bien sûr que chaque congressiste ici en est persuadé, la transition énergétique n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. C'est bien sûr une opportunité écologique que de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de combattre nuisances et pollutions, nous le savons tous. C'est une opportunité essentielle pour la santé de nos concitoyens. Il m'arrive souvent de dire que la meilleure manière d'inciter les Françaises et les Français, de façon plus générale, les citoyens de base, à s'engager dans la transition, c'est de leur dire que c'est leur santé qui est en cause. Voilà une motivation forte, et on en est bien conscient aujourd'hui avec ce qui a été évoqué tout à l'heure. Je veux parler des pics de pollution. Mais les bénéfices de la transition énergétique sont aussi une opportunité pour l'économie et pour l'emploi. En France, aujourd'hui, le seul secteur des énergies renouvelables représente 170 000 emplois, 350 000 en Allemagne, 8 millions sur la planète. Et à l'horizon de 2030, selon les prévisions de l'INRA, l'International Renewable Agency, c'est 25 millions d'emplois qui pourraient se développer à l'échelle de la planète. Tous les gouvernements locaux qui se sont déjà engagés concrètement dans des investissements de transition énergétique le constatent, la création d'emplois est au rendez-vous, et ce, de manière significative. À l'heure où les finances publiques subissent de lourdes coupes budgétaires, il n'est pas inutile de marteler que la transition énergétique, ce sont aussi des innovations financières,
La maîtrise de la demande, l'exploitation d'énergies renouvelables ou de récupération représentent en effet des coûts économisés et des recettes nouvelles. Un signe fort de cette dynamique en faveur de l'emploi est sensible au sein de ces assises avec l'essor du carrefour des métiers, 1000 inscrits, plus de 300 offres d'emploi et de stages proposés, 60 intervenants, des dizaines de débats et tables rondes attestent de l'impact économique qui peut naître et se développer dans les métiers de l'énergie si nous construisons ensemble, localement, une politique énergétique. J'ai vu d'ailleurs tout à l'heure des jeunes ingénieurs d'une école d'ingénieurs d'Anglette totalement investis dans ces filières. Le développement du carrefour des métiers émet ainsi un signal d'espoir en direction de notre jeunesse, en direction de celles et de ceux qui sont en recherche d'emploi. Je tiens à remercier la Maison de l'Emploi, le Pôle emploi qui se sont mobilisés aux côtés des organisateurs et bien entendu les 15 entreprises qui proposent des emplois. Il y a une idée qui se répand en ce moment, pas faire de politique ici, mais savoir que demain il n'y aura plus de boulot et que nous allons vers un monde où il n'y aura plus d'emploi, tout étant robotisé ou numérisé. Cette perspective m'effraie. Je voudrais que nous fassions preuve au contraire de beaucoup d'imagination pour prospecter des sources nouvelles d'activité, sous des formes différentes, bien sûr, polyactivité, télétravail, emploi indépendant, etc. Mais je ne me résigne pas à ce que nous vivions d'allocation publique sans rien faire. Pardon de cette petite parenthèse. La transition énergétique nous fournira, j'en suis sûr, des perspectives très positives. J'ajouterai que l'une des caractéristiques importantes des emplois liés à l'efficacité énergétique, à la production et à la distribution décentralisée de l'énergie est de ne pas être délocalisable, tout en faisant appel à un large éventail de compétences où chacun peut trouver son expression. Si les gouvernements locaux que nous représentons veulent davantage de décentralisation et d'autonomie, c'est aussi pour tisser entre eux des relations nouvelles, faites d'entraide, de complémentarité, de solidarité, pour créer de nouvelles relations avec les territoires ruraux voisins qui fourniront par exemple aux villes une part de l'énergie dont elles auront besoin et auxquelles elles offriront, dans un échange fructueux et équilibré, les services qui leur sont nécessaires, services urbains mutualisés, apport d'expertise, aide à l'innovation, un nouveau gagnant-gagnant. Il y va, je l'ai dit, de notre santé, de notre avenir économique, de l'équilibre de nos finances, privées et publiques, que de construire localement des politiques énergétiques qui atteignent un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Ces politiques énergétiques vont nous protéger des pics d'hiver, l'actualité nous en montre l'urgence, comme des pics d'été que nous risquons de connaître dans les années à venir. Elles feront de ces pics de demande énergétique une opportunité pour nos économies locales. Elles nous permettront, avec de l'intelligence, de mieux gérer des situations critiques. Une transition, par définition, n'est pas un état permanent. Il y a un avant, il y a un après, et l'après, c'est un nouveau paradigme. Il nous faut passer d'un modèle de surconsommation des ressources qui fragilise et met en péril notre environnement et notre santé à un modèle raisonné, vertueux, basé sur la circularité, garantissant sur le long terme la qualité de vie des populations, bref, au-delà des mesures d'urgence sur lesquelles on nous interroge, circulation alternée ou différenciée, c'est une véritable stratégie d'une croissance nouvelle qu'il nous faut développer. Ce n'est pas la voie de la facilité, mais je suis persuadé que c'est la voie de la raison et peut-être aussi la voie du cœur. Cette affirmation des territoires dans le changement de paradigme, l'adaptation au changement climatique, la lutte contre le dérèglement climatique, la nécessaire transition énergétique, nos assises y participent pleinement et elles ont ce caractère inédit d'une saine et amicale émulation. Une année s'écoule entre deux assises et c'est le rendez-vous où l'on mesure le chemin parcouru par son territoire et par les autres. Permettez-moi dans cet esprit de vous dire quelques mots pour conclure de nos avancées bordelaises. Avant même d'adopter notre prochain plan climat, air, énergie, territoire, qui est en cours d'élaboration ou de transformation, le bureau de Bordeaux Métropole a d'ores et déjà acté en 2016 un choix stratégique, celui d'être une référence européenne de la haute qualité de vie en 2030, en intégrant donc la transition écologique, énergétique et le développement durable. Le projet de mandature que j'ai fait adopter pour la période 2017-2020 est centré sur la haute qualité de vie, pensé autour du pacte que je viens d'évoquer comme un projet métropolitain
partager avec les 28 communes qui constituent notre métropole, leurs habitants, leurs acteurs, le marqueur de l'engagement en matière de développement durable et une production collective en réponse aux attentes des habitants sur la quête de santé et de bien-être, l'intégration nécessaire de pratiques durables, le désir de faire ensemble. Enfin, ce n'est pas le moindre atout de la transition, la haute qualité de vie, dans la manière transversale où nous l'élaborons, est une stratégie d'attractivité de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises qui se conjugue à la mutation urbaine, à la mise en valeur de notre patrimoine architectural et naturel, à la préservation de l'équilibre qui caractérise aujourd'hui notre territoire, avec 50% d'espaces urbanisés, 50% d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui sont maintenant gravés dans notre nouveau plan local d'urbanisme. Notre ambition est de devenir l'une des premières métropoles à énergie positive à l'horizon 2050 et nous allons donc devoir nous retrousser les manches. Bordeaux Métropole est aussi signataire de la Convention européenne des maires avec l'objectif d'atteindre les 3 x 20 en 2020. Les labels Territoire à énergie positive et Citergie que nous avons précédemment obtenus illustrent actuellement sur des opérations d'urbanisme en cours de réalisation, telles que nos 50 000 logements autour des transports publics, ou bien le quartier zéro énergie fossile de Bastide-Liel sur la rive droite, où l'énergie, avec la géothermie profonde, est devenue le préalable à l'aménagement urbain, le développement volontariste des transports publics, avec l'aménagement du plus important réseau de tramways de l'Hexagone. Nous avons aujourd'hui 80 km, soit réalisés, soit qu'ils seront d'ici 2020, et un plan patrimoine durable de la collectivité. Par ailleurs, le développement de nos réseaux de chaleur devrait permettre de couvrir à terme les besoins en chaleur, issus d'une ressource renouvelable et locale, de plus de 45 000 logements, c'est-à-dire plus de 10% du parc existant de la métropole. Nous travaillons à présent à l'élaboration d'un schéma directeur de l'énergie, à l'instar du schéma directeur de la mobilité, qui permettra d'asseoir le rôle d'autorité organisatrice de l'énergie de Bordeaux Métropole. Nous avons réservé ce midi, en tant que congressistes des Assises, le lancement de MaRénov', plateforme locale de rénovation énergétique de l'habitat privé, grâce au soutien financier de l'ADEME et en partenariat avec l'Agence locale énergie-climat. Son but est de faciliter le passage à l'acte dans la rénovation thermique, dont on parle dans tous les discours et qui malheureusement met du temps à se concrétiser. Passage à l'acte des propriétaires, porteurs de projets de travaux de rénovation, d'une part. Passage à l'acte des professionnels, en lien avec la rénovation, d'autre part. Pour vous donner une idée de notre tâche, notre métropole compte plus de 350 000 logements, dont près de 60% a été construit avant 1974 et qui nécessitent une rénovation énergétique complète. Bordeaux Métropole a également lancé les réalisations des appels à projets du ministère pour zéro déchet, zéro gaspillage, avec des logiques d'économie circulaire, d'éco-conception et également ville respirable. Bordeaux Métropole mène actuellement les études préalables à l'élaboration de sa zone de circulation restreinte. Vous savez que nous avons des progrès à faire, puisque j'ai appris avec un peu de tristesse que nous n'étions que 3e en matière de pratique du vélo. J'étais très fier des progrès réalisés, mais Strasbourg et Grenoble sont encore avant nous. Si j'ajoute à cette dynamique la mise en service en juillet prochain de la LGV Paris-Bordeaux, avec 2 heures de trajet direct, je ne doute pas que vous reveniez à Bordeaux, même en dehors de nos assises, pour profiter des beautés de notre ville. J'espère d'ailleurs qu'après les travaux de vos assises, vous aurez le temps de venir sur les quais de Bordeaux ou dans les rues de la ville historique qui sera ravie de vous accueillir. Avec Patrice Vergriette, avec Bruno Léchevin, je vous souhaite donc d'excellentes assises européennes de la transition énergétique. Merci de votre attention. Merci, Président. Alors, je vous propose que nous rejoignions le lieu de la soirée de demain, tous à vélo, pour faire monter les scores de cette métropole. La création d'emplois, l'innovation financière sont au rendez-vous, vous le dites, et vous avez noté aussi l'invitation du président Juppé de travailler dans une saine et amicale émulation. Je comprends pas bien. D'accord. Bon alors, Patrice Vergriette, au fond de son lit. C'est dingue, on pense bien à lui. En tout cas, merci d'être avec nous, Patrick Lambert, directeur général des services de la communauté urbaine de Dunkerque, co-organisateur de ces assises. Je vous invite à rejoindre le pupitre.
Ouais, ça se dégrade et c'est que le début. Hein. Ou alors peut-être qu'il donne tout au début, lui, et puis après, il se calme. Bon, je ne me mêlerai pas de ça. Hein. On va les afficher dans les galeries du Palais des Congrès. Vous pourrez aller faire votre marché après sur ces différentes... Oui, voilà. Je vous en prie, bienvenue. Bonjour à tous. Et, je vais d'abord commencer par renouveler donc, les excuses de Patrice Vergrit. Malheureusement, il n'était pas en état de venir ici, il le regrette. Et il m'a demandé de vous dire à tous les Bordelais, à tous les congressistes, tous ses regrets et ses souhaits d'une bonne réussite de ces assises. Alors, un an après une édition des assises réussie à Dunkerque, c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons à Bordeaux une deuxième fois et avec un accueil. On a déjà pu s'en rendre compte ce matin, mais comme il y a 2 ans, donc un accueil très professionnel, chaleureux et des assises qui promettent. Les assises, c'est un événement annuel, au mois de fin janvier. C'est aussi un travail très important entre chaque édition, un travail partenarial engagé de longue date entre la communauté urbaine de Dunkerque et l'ADEME, plus récemment, mais de façon très fructueuse, avec la métropole de Bordeaux. Chaque territoire a son histoire, chaque territoire a son parcours. Dunkerque et Bordeaux, c'est pas le même territoire, c'est pas le même endroit, c'est pas la même taille, mais nous partageons d'abord le même engagement dans le domaine de la transition énergétique. Nous avons un certain nombre de points communs, donc comme d'autres, la sensibilité aux aléas du changement du dérèglement climatique, avec à Dunkerque des risques notamment de submersion marine. Nous partageons la préoccupation, bien sûr, de créer des emplois. Le développement économique est une clé importante. À Dunkerque, Patrice Vergrit a lancé les États généraux de l'emploi local pour essayer de trouver des solutions et créer un maximum d'emplois pour les habitants. La transition énergétique, de ce point de vue-là, est une vraie source. Je crois que l'ADEME l'a souvent montré. Je pense que le président Lechevin va le redire. À Dunkerque, nous travaillons par exemple sur les sujets d'économie circulaire, où nous sommes très engagés. Point commun aussi, c'est le travail sur les énergies renouvelables. J'en citerai que 2 exemples. J'ai compris qu'à Bordeaux, il y avait un travail en cours très intéressant sur les hydroliennes. À Dunkerque, on s'intéresse, vous l'avez peut-être suivi, aux éoliennes offshore, puisque au mois de décembre, la ministre Ségolène Royal a annoncé le lancement d'un appel d'offres pour un nouveau champ d'éoliennes, donc qui serait à la frontière entre la France, les côtes françaises et les côtes belges. Chaque territoire a son parcours, chaque territoire a son histoire, chaque territoire a ses habitants, sa mode de relation avec les citoyens et son propre fonctionnement. Ce qui est important, c'est pouvoir confronter, échanger. C'est un peu la magie des assises, comparer ses expériences, analyser, et pour s'engager toujours plus avant dans la transition énergétique. Alors voilà, moi, ce que je souhaite pour au nom donc du président Vergrit, ce que je souhaite pour ces éditions de Bordeaux, c'est un grand succès. 3400 inscrits, c'est énorme. Et effectivement, encore plus de partage et encore plus d'avancées dans ce domaine, dans cet engagement que nous partageons tous. Je vous remercie. Merci, monsieur. Et c'est vrai qu'un moment où s'accélèrent les processus, les innovations et les projets, ce lieu de partage de points, ce point d'arrêt s'impose bien évidemment. Bruno Lechevin, président de l'ADEME, je vous invite à rejoindre le pupitre. Bienvenue à vous. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Président, cher Alain, chère Anne-Valérie, Monsieur le Directeur Général, cher Patrick, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je suis là très heureux d'être de nouveau avec vous pour ces 2e assises ici à Bordeaux. Madame la Ministre m'a chargé de m'excuser auprès de vous car elle devait être là ce matin pour l'ouverture et elle n'est pas là, mais elle est totalement évidemment solidaire et souhaite la pleine réussite pour les assises. Vous savez son engagement et sa conviction sur le fait que la transition énergétique et écologique ne peut être réussie d'abord avec l'engagement des territoires, ce qui traduit notamment par les 400 territoires à énergie positive. Je suis vraiment très ravi d'être là pour cette 2e édition bordelaise, les assises européennes de la transition énergétique. C'est les 18e assises. C'est 18 ans, c'est l'âge adulte.
mais l'âge adulte où on est en plein dynamisme, en pleine volonté de faire, où on est plein de rêves, mais plein de rêves que l'on veut concrétiser. Et je crois que les 3 jours qui s'annoncent promettent d'être à nouveau très chargés, mais aussi très riches et surtout très stimulants. Et je pense que c'est bien parce qu'on est dans une actualité nationale comme internationale. Il y a déjà été fait allusion, qui n'est pas toujours très réjouissante. Et je pense qu'ici, nous allons pouvoir nous réjouir parce qu'il y a un fluide positif. Et les rendez-vous tels que celui-ci sont particulièrement importants. Importants pour donner à voir la formidable énergie déployée sur les territoires par tous les acteurs qui s'engagent pour changer de modèle et évoluer vers une société plus sobre en ressources, plus solidaire, plus agréable, tout simplement plus désirable. Je suis très heureux de constater qu'au fil des années, ces acteurs engagés, vous ici, vous êtes de plus en plus nombreux, Français, Européens, à venir écouter, partager, débattre, bref, progresser ensemble pour déployer la transition énergétique dans les territoires. C'est votre mobilisation, c'est vos actions qui permettront à notre pays d'atteindre ses objectifs climatiques comme nous y sommes engagés en ratifiant l'accord de Paris sur le climat. Cet accord, vous le savez, est entré en vigueur en novembre dernier, soit moins d'1 an avant le premier anniversaire de son adoption par la conférence des parties. Une telle rapidité, c'est tout simplement historique. Et ça démontre bien la prise de conscience collective de la nécessité, de l'urgence d'agir. Au plan national, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a permis de donner un coup d'accélérateur à toutes les dynamiques déjà en place, avec un effet d'entraînement incontestable, comme en témoigne le succès de l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte, je faisais allusion à quelques instants, lancé par la ministre et qui accompagne aujourd'hui plus de 400 territoires. Les territoires sont le maillon essentiel de l'action car ils sont en première ligne pour apporter des solutions concrètes, adaptées à leur contexte local. Et les transitions énergétiques, écologiques et numériques engagées leur ouvrent aussi un nouveau champ des possibles, de nouvelles perspectives pour l'avenir des territoires. Pour prendre un exemple, les plans climat, air, énergie territoriaux, Monsieur le Premier ministre vient de nous en parler, désormais obligatoires pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants et aussi demain, en 2018, pour celles de plus de 20 000 habitants, ces plans climat, air, énergie constituent une nouvelle opportunité de combiner politique d'urbanisme, d'environnement, de transport, de logement, pour réduire le bilan du territoire, le bilan carbone du territoire, mais aussi apporter des solutions aux préoccupations de santé, de qualité de vie, d'emploi de nos concitoyens. Mais vous êtes nombreux ici à avoir pris la pleine mesure des opportunités qui sont offertes par la transition énergétique pour engager votre territoire pour une croissance dans une croissance verte. Parce que c'est facteur d'activité, parce que c'est facteur d'emploi local, mais aussi plus largement pour gouverner autrement. Un mouvement est lancé, il faut l'amplifier. Pour ce faire, les collectivités doivent se réapproprier leurs compétences et leurs capacités à gérer les flux et à aménager durablement leur territoire. Elles doivent aussi trouver et mettre en place de nouvelles synergies entre elles. En fait, il ne s'agit pas moins que de mettre en place une nouvelle gouvernance de l'énergie, permettant de tirer le meilleur parti des dynamiques locales, de mieux valoriser les potentiels de chacun et de concentrer les efforts sur les difficultés spécifiques propres à chaque territoire, de construire une société humaine plus résiliente, plus solidaire, tant sur les territoires qu'entre les territoires eux-mêmes. L'ADEME est bien sûr à vos côtés pour vous aider à saisir toutes ces opportunités et vous accompagner dans la mise en œuvre de vos politiques énergie-climat et économie circulaire. Vous aurez l'occasion de découvrir pendant ces assises quelques nouveaux outils élaborés en réponse aux attentes des territoires, le guide d'élaboration d'un PCAET, l'ouvrage sur l'accompagnement des changements de comportement, pour ne citer que, sans oublier notre traditionnelle remise des labels Citergie qui récompensent les politiques climat-énergie des collectivités. Cette année, c'est 17 nouvelles collectivités qui se sont engagées, qui vont être labellisées. Elles sont donc maintenant 116, ce qui est là aussi
un bon indicateur du dynamisme des territoires en matière de politique climatique. La politique énergie-climat, elle vise bien sûr à réduire nos impacts, mais aussi à nous préparer à vivre avec un climat qui change. L'adaptation au changement climatique est déjà une préoccupation pour de nombreuses régions, et la région Nouvelle-Aquitaine est d'ailleurs l'une des régions les plus avancées sur le sujet. Je remettrai cette année, à l'occasion des Assises, les trophées de l'adaptation au changement climatique. Une belle opportunité, là aussi, de mettre en lumière et de partager des initiatives très intéressantes. Pour réussir la transition énergétique, et j'en terminerai là-dessus, il faut aussi avoir le souci constant d'embarquer tout le monde. Parce qu'une transition écologique énergétique réussie, c'est une transition qui embarque la question environnementale, la question économique et aussi la question sociale. Avoir accès à l'énergie pour se transporter, mais aussi pour se chauffer dignement, reste un défi pour un grand nombre de ménages. La transition énergétique doit être l'opportunité de proposer des solutions performantes et économes à ces ménages, car n'oublions pas que s'éclairer, se chauffer, vivre dans un logement sain, c'est un droit. C'est un droit, c'est un bien essentiel dans une société moderne et solidaire. Mesdames, Messieurs, la transition énergétique et écologique de notre société est en marche. Il nous faut l'amplifier, il nous faut l'accélérer. Il faut que les champs des possibles que vous allez explorer pendant ces 3 jours, en échangeant sur la multitude des projets territoriaux mis en œuvre, se consolident pour que la transition énergétique soit, quoi qu'il arrive, irréversible. Je vous souhaite donc de très belles assises. Merci, Président. Vous reprendrez la parole dans quelques instants pour nous adresser le message de Madame Ségolène Royal. Et vous avez entendu que, bon, alors effectivement, les accords de Paris se déploient avec les territoires en première ligne. Vous invitez à une nouvelle gouvernance de l'énergie et notez les rêves à concrétiser dont il nous parlait au début de son intervention.